historien, historien du culturel, de la bande dessinée. Je suis aussi enseignant, professeur agrégé d'histoire dans le Val d'Oise. De quoi parle votre livre ? Alors, mon livre, c'est une monographie de la maison d'édition et de l'imprimerie Casterman au XXe siècle, depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale, en 1919, jusqu'à la cession de la maison d'édition à Flammarion, en 1999. Mon objectif, c'était justement de faire un portrait de cette entreprise, à la fois éditeur et imprimeur, depuis l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire au moment où on est sur une entreprise qui est très marquée par le catholicisme, jusqu'à la fin du XXe siècle, où Casterman est très connu pour être l'une des grandes firmes francophones de la bande dessinée. Et mon objectif, c'était de voir comment est-ce qu'on est passé d'une maison catholique du livre à l'éditeur de Pratt, de Tardy et de la revue à suivre. Quelle était votre intention en vous lançant dans l'écriture de ce livre ? Alors mon intention au départ, donc ce livre, c'est une adaptation de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2020. Mon intention quand je me suis lancé dans la thèse et donc ensuite quand je l'ai adapté en livre, mon sujet dépend avant tout des archives. C'est le fonds d'archives Casterman qui m'a incité à travailler sur l'entreprise Casterman. Il faut savoir que les archives de Casterman, elles sont intégralement conservées à Tournai, au sein des archives de l'État, du dépôt des archives de l'État de Tournai. Et c'est le fait d'exploiter ces archives qui m'a conduit à faire un travail sur Casterman. Donc mon intention, quand j'ai fait ce livre, c'était d'écrire l'histoire de Casterman à partir des archives de l'entreprise. Et mon travail se fonde à 95% sur l'exploitation de ces archives-là, auxquelles finalement peu d'historiens ont accès. C'est rare d'avoir sous la main des archives d'une des grandes maisons d'édition, qu'elles soient de bande dessinée ou pas de bande dessinée d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a motivé quand j'ai écrit, et j'ai fondé mon analyse notamment sur les rapports de l'entreprise, les rapports économiques de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on voit dans mon livre toute une part d'histoire de la bande dessinée, mais d'histoire économique de la bande dessinée. C'était pour retracer les conditions et les facteurs de production de bande dessinée, notamment au XXe siècle. Hergé et Casterman sont intimement liés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le rôle de Casterman dans le succès de Tintin et le rôle de Tintin dans le développement de Casterman ? Alors effectivement, les deux sont intimement liés. En fait, Casterman lance la carrière d'Hergé. Alors Hergé avait déjà publié des albums grâce à l'intermédiaire de l'abbé Wallet, mais qui se servait au passage, donc dans les éditions du Petit 20e. Mais le tournant dans la carrière d'Hergé, c'est quand même l'édition des Cigares du Pharaon en 1934 chez Casterman, puisque Casterman permet à Hergé de s'émanciper de la tutelle économique de l'abbé Wallet, ce qui va avoir une importance capitale dans la carrière d'Hergé. Ensuite, Casterman a également beaucoup servi la carrière d'Hergé pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Casterman convainc Hergé de faire passer les aventures de Tintin à la couleur. L'objectif de Casterman, il est nettement commercial, il est de conquérir le marché de l'album de bande dessinée français dans l'après-guerre. Enfin, moi j'ai étudié dans le fonds Casterman un troisième point, peut-être un petit peu moins connu, le fait que Casterman a participé beaucoup au succès commercial des albums en standardisant, normalisant les albums pour les adapter à l'évolution des mœurs dans les 30 Glorieuses, et notamment en adaptant les injures du capitaine Haddock par exemple, ou aussi en lissant d'une certaine façon les albums d'Hergé. D'un autre côté, bien évidemment, Hergé est absolument fondamental dans l'histoire de Casterman et dans le succès économique de la maison d'édition. Sans Hergé, il n'y a pas de bande dessinée chez Casterman, ça c'est une certitude. Et Casterman a été extrêmement dépendant, en particulier à partir des années 50, jusqu'à même encore aujourd'hui en réalité, du succès économique des aventures de Tintin, qui était concrètement la vache à lait de Casterman, au point que la maison d'édition, à peu près 40% du chiffre d'affaires de la maison d'édition était lié aux ventes de ce qu'on appelait les produits Hergé, ce qui est absolument colossal. D'accord, sachant que quand même, tout de même Casterman est une grande maison qui édite des centaines de livres par an. Donc ça, c'est une dépendance économique de Casterman vis-à-vis d'Hergé. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, Casterman a également contribué à faire
d'Hergé, un auteur de bande dessinée fondamental dans la francophonie. On voit bien dans votre livre quelque chose d'assez étonnant, c'est que pendant longtemps, Casterman n'a pas capitalisé sur le succès de Tintin et investi très peu le champ de la bande dessinée et de la presse BD. Comment on explique ça? Alors, au lendemain de la guerre, Casterman effectivement capitalise sur Tintin, mais ne capitalise pas sur la bande dessinée, alors qu'ils en ont l'opportunité. Il faut comprendre que Casterman se pense comme un éditeur de livres, à une époque où la bande dessinée, c'est avant tout une affaire de presse. Et Casterman a l'opportunité d'éditer ce qui va devenir donc, le journal Tintin, qui finalement est édité par le Lombard, mais ne souhaite pas le faire. Tout simplement parce que ça ne rentre pas dans la vision que les patrons ont de leur entreprise. Également parce qu'ils ne souhaitent pas ce type de diversification, ça ne rentre pas également dans leur modèle de presse, dans leur modèle d'imprimerie. Sachant que pour Casterman, il serait complètement impensable d'externaliser l'impression de leurs ouvrages, ou éventuellement, dans cette hypothèse-là, de leur titre de presse. Ils auraient dû faire de nouveaux investissements dans l'imprimerie qu'ils n'étaient pas prêts à faire, qu'ils ne souhaitaient pas faire. Mais la raison fondamentale, c'est vraiment le regard que l'entreprise a sur elle-même. Ensuite, Casterman se pense comme un éditeur de l'enfance, et un éditeur d'albums de l'enfance. Et pour eux, Tintin, la bande dessinée, n'a pas une autonomie propre. Ils pensent les aventures de Tintin dans un champ plus grand qui est les albums de l'enfance. Et donc pour Casterman, Tintin, c'est comme les autres collections qui vont avoir, la collection Farandole qui va abriter Martine, c'est la même chose que les albums de beaux livres, les adaptations de Pinocchio, de ces albums enfantins-là, qui vont aussi faire la richesse de la maison d'édition. Mais on ne voit pas l'autonomie de la bande dessinée. Et c'est la grande différence au lendemain de la guerre entre un Casterman et un Dupuis, par exemple, ou ensuite entre Casterman et le Lombard. Casterman va arriver tardivement à la bande dessinée, beaucoup plus tard. Alors justement, inversement, et tout aussi, de manière tout aussi étonnante, apparaît le magazine à suivre à la fin des années 70. Par quel concours de circonstances apparaît ce magazine inédit chez Casterman? Alors, Casterman est une maison d'édition qui va se renouveler profondément dans les années 60-70, notamment dans sa structure de direction. Il va y avoir une nouvelle génération d'éditeurs, première chose. Et cette nouvelle génération d'éditeurs, incarnée notamment par Didier Plateau, qui est l'une des figures de proue de ce renouvellement, mais aussi vraiment un homme de la maison, Louis Gérard, rentré comme vendeur dans les années 40 et qui termine directeur de la communication dans les années 70, vont être très attentifs à l'évolution du marché et notamment à l'essor, ça c'est ce qu'a bien démontré Sylvain Lesage, de la bande dessinée comme secteur commercial dans les années 60-70. Et bien évidemment, Casterman, comme toute entreprise, cherche à gagner de l'argent et cherche à ce moment-là à se diversifier. Le secteur fondamental de Casterman, celui qui avait fait sa notabilité notamment, c'était l'édition religieuse. Sauf que l'édition religieuse s'effondre après Vatican II et Casterman doit chercher de nouvelles portes de sortie. Et la bande dessinée apparaît comme une porte de sortie à l'époque où Hergé est en train de devenir vraiment un auteur avec un A majuscule, et une époque où une nouvelle génération d'auteurs, incarnée notamment par Jacques Tardy, arrive sur le devant de la scène. Et quelqu'un comme Didier Plateau, quelqu'un comme Louis Gérard vont être attentifs à ces évolutions-là, pour Louis Gérard depuis Paris. Et ce sont ces nouveaux cadres qui vont inciter la direction à investir du côté de la bande dessinée, en capitalisant sur un fait indiscutable. Casterman est un éditeur de bande dessinée grâce à Hergé, et même l'un des principaux éditeurs de bande dessinée grâce à Hergé. Également, à la fin des années 60, Casterman a étendu son champ de la bande dessinée en éditant en particulier Jacques Martin, qu'il a récupéré du Lombard, en éditant François Cremals, et en faisant également des expérimentations, je pense au dossier du bide autour de 1968, et ces expérimentations, alors qui vont avoir du succès pour Jacques Martin, qui vont être beaucoup plus éphémères pour les dossiers du bide, mais vont ouvrir une brèche dans laquelle vont s'insérer Louis Gérard, Didier Plateau. Et Didier Plateau, enfin, ce que j'appelle le détonateur dans le livre, c'est le recrutement de deux grandes figures, Jacques Tardy et Hugo Pratt, qui vont, notamment en particulier pour Jacques Tardy, inciter Casterman à investir dans une revue pour investir définitivement le champ de la bande dessinée. Mais au départ, Jacques Tardy, il rentre pour faire un équivalent féminin de Tintin, c'est Adèle Blanc-Sec.
Alors, le magazine À suivre a un énorme succès d'estime, qui d'ailleurs change l'image de marque de Casterman, mais un faible succès commercial. Toutefois, c'est tout de même un succès économique global pour Casterman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous montrez très bien dans votre livre, ce paradoxe apparent? Alors, Casterman lance À suivre en 1978. L'objectif d'À suivre, ce n'est pas tant d'avoir une revue de grand succès que d'être une vitrine pour les albums. Et ce qu'on voit très bien par l'analyse économique des archives, c'est que Casterman pense la revue, pour vendre sa revue bien sûr, comme toute entreprise, mais aussi pour vendre ses albums, se constituer un catalogue d'auteurs pour que ces auteurs ensuite fabriquent des albums et fabriquent un catalogue à part qui puisse être valorisé sur le temps long. Et c'est ça le sens d'À suivre, c'est une revue pour faire des albums. Donc, À suivre n'est jamais une revue de grande diffusion, à aucun moment de son histoire. À suivre, c'est 30 à 40 000 exemplaires vendus par mois. Donc c'est jamais Pilote, ce n'est jamais Tintin, ce n'est pas une revue de grande diffusion. C'est une revue qui va connaître un succès effectivement d'estime, un succès par ses auteurs, mais ça va pas être une revue de grande diffusion. En revanche, ce qui va permettre à la revue de persister, de s'inscrire sur le temps long, puisqu'elle ne disparaît qu'en 1997, c'est le fait qu'elle soit une véritable vitrine pour Casterman, qui va jouer sur l'image de marque d'À suivre pour vendre ses albums. Et À suivre va devenir la revue qui va fédérer ce que Casterman appelle les meilleurs auteurs derrière les têtes de gondole que sont Hugo Pratt, Jacques Tardy, plus tard ensuite Skuyton et Peters, etc. Ces grands auteurs vont bénéficier également de ce label À suivre. Et ce sont ces albums qui, pour certains, vont avoir un véritable succès commercial, qui vont faire la marge de Casterman et permettre à la revue de perdurer. Et c'est ce qui me fait dire que À suivre, c'est le moment de bascule dans l'histoire de la bande dessinée francophone, de la presse, vers le livre. Et ça part déjà des intentions de l'éditeur, et aussi d'un fait économique, la revue n'est jamais rentable. Alors pour conclure, on arrive à l'année 1999 et un tournant majeur, la vente du pôle édition de Casterman à Flammarion. Plus de 200 ans après sa création, la maison d'édition n'est plus dirigée par la famille Casterman. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Par plusieurs mauvais choix déjà, plusieurs choix stratégiques plusieurs virages stratégiques qui n'ont pas été ou mal été pris par l'entreprise. D'une part, il faut comprendre que Casterman a fait le choix de ne jamais séparer sa structure éditoriale de sa structure d'impression. Alors même que les métiers d'éditeur et d'imprimeur s'éloignent énormément. Casterman a beaucoup investi dans son appareil productif d'imprimerie pour des raisons sociales, c'était un employeur important à Tournai, donc son siège social, et aussi parce que l'actionnariat de Casterman voyait la richesse de l'entreprise d'abord dans ses presses d'imprimerie. Alors que l'erreur, ça a été de ne pas considérer le catalogue d'édition comme la principale richesse. Donc ça a été la première chose. Ensuite, comme beaucoup d'autres entreprises éditoriales, Casterman a subi des difficultés économiques dans les années 80-90 en raison du manque de rentabilité de cette structure de distribution. Ça, c'est classique dans les entreprises du livre, on coule par ce qu'on appelle on coule par l'aval, par la distribution. Et Casterman va s'acharner à maintenir sa structure de distribution, alors même que cette structure de distribution n'est pas du tout rentable. Mais il y a une volonté chez Casterman de rester indépendant et de ne pas externaliser sa structure de distribution, qui va s'avérer être un mauvais choix. En crise économique à partir de 1996, l'actionnariat de Casterman décide de recruter un nouveau PDG et l'entreprise de restructuration que lance ce nouveau PDG qui s'appelle Rudy Vercreuz va s'avérer catastrophique et va plonger l'entreprise dans une crise encore plus profonde qui va conduire l'actionnariat à être contraint de vendre la structure éditoriale parce qu'ils n'ont plus vraiment d'autre choix. Et Casterman passe donc sous le label de Flammarion
et Flammarion qui va lui-même être revendu un an plus tard au groupe Rizzoli Corriere della Sera, puis 10 ans plus tard, Rizzoli va lui-même vendre Flammarion et Casterman au groupe Madrigal, donc d'Antoine Gallimard. C'est ainsi que les Casterman ont perdu le contrôle de leur structure éditoriale.